Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 14e numéro du Mag Magique. Alors oui, désolé, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Parce que j'ai été pas mal malade. Le principal, c'est de se retrouver et cette fois-ci, on va parler de télékinésie. On verra comment forcer une carte avec le forçage à la coupe profonde et j'introduis une nouvelle rubrique, magie historique, avec 5 anecdotes sur les cartes à jouer. La télékinésie, c'est le pouvoir d'agir sur des objets à distance. On l'appelle aussi psychokinésie, la fameuse PK, quand elle est réalisée par la seule force de la pensée. Alors, on a déjà parlé des effets de téléportation qui s'y rapportent un peu, mais ici, il ne s'agit pas uniquement de faire se déplacer les objets, on peut aussi simplement les modifier, comme avec par exemple la torsion de métal. Autre différence, les effets de télékinésie sont généralement très visuels. Le public voit l'objet se déformer ou se déplacer, contrairement à la téléportation où l'objet peut tout à fait disparaître pour réapparaître ailleurs, parfois instantanément, même à l'intérieur de boîtes opaques, donc sans forcément qu'on voit le déplacement. Parmi les effets les plus classiques de la télékinésie, il y a évidemment la torsion de métal, typiquement de cuillère ou de fourchette. Pour les fourchettes, parfois ce sera simplement une dent ou deux qui seront tordues, alors que pour les cuillères, on constatera soit une vrille sur elle-même, soit une torsion du manche, parfois jusqu'à casser. Généralement, ces torsions se produiront entre les doigts du magicien, souvent à vue comme on l'a dit, mais parfois elles se feront sous couvert d'un foulard ou d'une serviette, ou même dans les mains d'un spectateur. Impossible bien sûr de ne pas citer Uri Geller ici, spécialiste en la matière. Connu internationalement depuis les années 70, il était animateur de télé en Israël et il a utilisé la télé justement pour populariser ses capacités, donc la torsion de métaux, les divinations, et il est même parvenu à faire redémarrer à distance des montres à aiguilles chez les téléspectateurs, simplement en envoyant ses ondes cérébrales à travers le poste de télé. Alors, à ce sujet, et pour ceux qui ne le sauraient pas, Uri Geller, il a toujours été au cœur de polémiques pour avoir fait croire au public qu'il avait des dons, des facultés particulières. En réalité, il y a de fortes chances pour qu'il soit plutôt un illusionniste, un mentaliste plus précisément, qui utilise des trucages donc. Il a d'ailleurs vendu des vidéos expliquant certains de ses secrets à destination des magiciens. Il l'a aussi reconnu en 2008, mais il continue pourtant à clamer qu'il a réellement des pouvoirs et qu'il fait plutôt un mélange des deux, de trucage et de pouvoir. Bref, moi je vous laisse en juger, mais parmi les professionnels, il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a ceux qui lui reprochent de jouer avec la crédulité du public, avec tous les risques que ça entraîne, et donc qui cherchent à le démystifier, comme Gérard Majax, Chris Angel, ou bien sûr James Randi aussi, qui a passé sa vie entière à essayer de dénoncer les charlatans du paranormal. Et de l'autre côté, il y a ceux qui lui reconnaissent des qualités à Uri Geller, comme par exemple son incroyable faculté de mise en scène, ou le fait qu'il ait largement aidé à populariser le mentalisme, et c'est vrai que là-dessus, il a beaucoup apporté. Mais il n'y a bien sûr pas que les cuillères et les fourchettes. On peut tout à fait donner l'illusion de tordre par la pensée une barre de fer, une pièce de monnaie ou même le pied d'un verre à vin, comme dans le livre Paramiracles de Ted Leslie. Avec les cartes, on peut citer le jeu de cartes hanté. Vous savez, c'est un jeu de cartes qui s'ouvre tout seul à la carte choisie par le spectateur, ou même tout simplement tous les effets de houlette. Vous savez, les effets où on fait comme ça pour récupérer la carte du spectateur. On peut citer aussi le fameux tour du billet qui se replie sur lui-même, la paille qui tourne sur elle-même, le crayon qui roule tout seul sur la table, les ampoules qui s'allument à distance. Tous les tours de lévitation, dont on a déjà parlé aussi dans la vidéo correspondante, rentrent aussi dans cette catégorie, à condition, bien sûr, que ce soit bien le magicien qui les provoque. Bref, comme vous le voyez, il existe énormément de tours basés sur des effets de télé ou psychokinésie. Mais du coup, les méthodes employées sont elles aussi très variées. Il peut s'agir de manipulation ou de simples illusions d'optique, d'appareils ou d'accessoires truqués, d'électronique, de FI, d'aimants, même de propriétés physiques naturelles et insoupçonnées. Cette fois encore, ces effets magiques plaisent beaucoup au public, notamment quand ils sont visuels. Quelle sensation étrange de voir en vrai du métal qui se tord à vue. C'est le genre d'effet qui se rapproche le plus de la magie pure, si elle existait vraiment. Et je pense que pour qu'un moment magique soit réussi, il faut essayer d'intégrer à un moment donné un effet de ce genre. Alors, je vous propose de choisir une carte, et pour choisir cette carte, plutôt que je vous la fasse prendre dans le paquet et que je puisse éventuellement manipuler les cartes, vous allez vous-même couper le jeu en une première partie que vous allez retourner face en l'air. Voilà. Et vous allez couper une seconde partie un petit peu plus loin et vous allez retourner face en l'air également. Maintenant, on va étaler le jeu et on va regarder la carte qui se trouve à l'endroit où vous avez coupé. C'est celle-ci. Et si on la regarde, il s'agit de l'as de pique.
Alors vous l'aurez compris, bien sûr, il s'agit d'un forçage, le forçage à la coupe profonde. Alors j'ai pas retrouvé les sources de cette technique, donc pour ceux qui la connaissent, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, je pense que certains d'entre vous l'auront. C'est un forçage qui est assez simple à faire, enfin même qui est très simple à faire, simplement il faut bien guider le spectateur, on va simplement lui proposer, donc on va contrôler la carte à forcer sur le dessus du jeu d'abord, par un faux mélange, par ce que vous voulez. Ensuite, donc là je vais la mettre face en l'air pour que vous voyez ce qui se passe, mais normalement elle est face en bas. On va lui demander de couper une première partie, ça peut être un tiers du paquet par exemple, et de le retourner face en bas. Donc la carte à forcer va se retrouver comme étant la première à l'envers dans le jeu ici. Ça le spectateur ne le sait pas. Non, je vais la laisser d'ailleurs comme ça. Ensuite, par contre, je vais décaler comme ça. Voilà. Ensuite, on va lui demander de recouper une seconde fois un peu plus loin. Et là, en réalité, ce qui va se passer, c'est que comme on va lui demander de retourner encore une fois les paquets, eh bien, ça va replacer le premier paquet qui avait été inversé à l'endroit par rapport au reste du jeu. Donc, ça va le replacer au-dessus, comme ça. Et la carte à forcer est ici. Donc ensuite, on va étaler le jeu et on va lui demander de regarder la première carte qui se trouve à l'envers. Et ça va être la carte qu'on a voulu forcer, puisque ici se trouve le premier paquet qu'il avait retourné. Alors, moi, ce n'est pas un forçage forcément que je fais, parce que je trouve qu'il est trop visible, trop compréhensible par le spectateur, mais bien amené, avec un baratin, avec une histoire peut-être autour du retournement, ou quelque chose comme ça qui expliquerait pourquoi on fait cette manip-là. Peut-être que ça peut passer, je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, n'hésitez pas à le dire encore une fois dans les commentaires. Par contre, il est très intéressant dans le sens où c'est un des rares forçages où le magicien ne touche pas les cartes. C'est-à-dire qu'on va mélanger, on va faire un faux mélange pour contrôler la carte sur le dessus, et ensuite, pour le spectateur, il ne s'est pas encore passé quoi que ce soit, et ensuite c'est le spectateur qui va toucher aux cartes, qui va retourner, etc. Et nous, on n'y touche plus du tout et on arrive quand même à forcer la carte. Donc ça, c'est intéressant. Bon, c'est certainement un forçage que vous connaissiez déjà, il y a énormément de chaînes YouTube qui l'ont expliqué, qui l'ont présenté, c'est pour ça que je me permets de le faire moi aussi. Mais voilà, ça reste intéressant, ça reste un forçage au moins à connaître, et peut-être qu'avec cette subtilité-là, en multipliant les effets, en multipliant les paquets par exemple, on peut arriver peut-être à faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant, un petit peu plus poussé, que de simplement faire choisir une seule carte. Nouvelle rubrique du Mag Magique, voici 5 anecdotes que vous ne connaissiez peut-être pas sur les cartes à jouer. Alors d'abord, leurs origines, elles auraient été créées en Chine entre le 7e et le 9e siècle. En tout cas, on n'en a jamais retrouvé de plus anciennes pour l'instant, mais elles ne sont arrivées en Europe qu'au 14e siècle, donc bien plus tard après. Et ce n'est qu'à partir des années 1800 qu'on a commencé à leur dessiner un tarot, un dos. Avant, tous les dos étaient blancs. Est-ce que vous saviez que d'un pays à l'autre, les familles des cartes changent ? Nous, en France, bien sûr, on a le pique, cœur, trèfle et carreau. Mais en Allemagne, par exemple, ça va être les cœurs, grelots, glands et feuilles. En Espagne, la coupe, or, bâton, épée, etc. Alors, j'avais déjà entendu parler des coupes, bâtons, épée notamment, mais je pensais que c'était les symboles qu'on utilisait en France au Moyen-Âge. Mais visiblement, ils seraient encore utilisés aujourd'hui dans les jeux traditionnels espagnols et italiens, par exemple. D'ailleurs, on dit souvent que les symboles pique, cœur, trèfle et carreau représenteraient les 4 saisons, mais c'est pas sûr du tout. D'ailleurs, au début du XVIIIe siècle, le père jésuite François Ménestrier a plutôt émis l'idée que les piques représenteraient la noblesse militaire avec ses armes, les cœurs ce serait le clergé, les hommes de cœur, de foi, les trèfles ce seraient les paysans, et puis les carreaux représenteraient les pavés des maisons des bourgeois. Donc c'est-à-dire les différentes classes de la société de l'époque. C'est possible. Autre particularité, on dit souvent que les 52 cartes représenteraient les 52 semaines de l'année, les 13 cartes de chaque famille, ce seraient les 13 mois lunaires, et que la somme des cartes donne 365, c'est-à-dire le nombre de jours dans une année. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en réalité, ça donne 91 x 4, c'est-à-dire 364, en considérant que les figures valent 11, 12 et 13. Il manquerait donc une journée pour faire 365, voire 2 pour les années bissextiles. Alors, est-ce que ça pourrait être les 2 jokers ? Peut-être, mais c'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. Vous avez peut-être déjà remarqué que les figures de nos cartes françaises ont des prénoms. Par exemple, le roi de cœur, il y a écrit Charles dessus, la dame de carreau, c'est Rachel, etc. C'est bizarre, hein ? Alors, on peut trouver sur certains sites internet des explications de ces noms. Alors, je ne sais pas si elles sont vraies, mais voilà, je vous les donne. Le roi de cœur, déjà, donc il y a écrit Charles dessus, je vous le montre ici. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Donc le roi de cœur, ce serait Charles Ier, c'est-à-dire Charlemagne, qu'on surnommait d'ailleurs l'empereur à la barbe fleurie. Donc ça se voit bien, il a une très belle barbe. Le roi de carreau, c'est César.
donc probablement Jules César. Le roi de pique, c'est David, probablement le héros légendaire de la Bible, celui qui a vaincu le géant Goliath avec sa fronde. Et le roi de trèfle, ce serait Alexandre, donc Alexandre le Grand, qui a notamment fondé Alexandrie. Pour les dames, on a la dame de cœur qui est Judith. Alors Judith, ce serait un personnage, ce serait un personnage de la Bible, le symbole de la féminité et de l'amour, donc dame de cœur. Et d'ailleurs, elle aurait coupé la tête de son amant Holoferne. Eh ben, on la retrouve d'ailleurs dans Alice au pays des merveilles. Qu'on leur coupe la tête! C'est certainement pas pour rien. La reine de carreau, c'est Rachel. Alors peut-être la seconde femme de Jacob dans la Bible, probablement. La reine de pique, elle est nommée Pallas. Alors ça, c'était le surnom d'Athéna, la déesse grecque de la sagesse et de la guerre. Pique, la guerre. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi c'est la seule reine, la seule dame, qui est représentée de profil sur les paquets français. Et enfin, la dame de trèfle, c'est Argine. Alors il s'agirait simplement de l'anagramme du mot Regina, qui, on le lit très très mal, c'est noir sur noir. Donc Regina, qui voulait dire simplement reine en latin. Oui, parce que nos jeux français apparemment viendraient des jeux de cartes latins. Et pour les valets, enfin, le valet de cœur, c'est Lahir. Alors c'était le surnom d'Étienne de Vignoles, qui était un fidèle compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Alors je lui mets note. Et alors ça s'écrivait La espace Ir, et ils l'ont écrit Lahir tout collé sur les cartes. Alors le valet de carreau, c'est Hector. Il y a deux possibilités pour lui. Soit c'est le fils du roi Priam de Troie, soit c'est Hector de Galard, qui était un capitaine de Charles VII. Bon, c'est pas très sexy tout ça. Le valet de pique, c'est Ogier. Alors ça s'écrit H-O-G-I-E-R ou O-G-I-E-R. C'était un chevalier danois qui était un fidèle de Charlemagne. Et il avait d'ailleurs une mauvaise réputation en France, ce chevalier, et ça expliquerait peut-être pourquoi le valet de pique, c'est une mauvaise carte dans certains jeux comme le Pouilleux. Et enfin, le valet de trèfle, c'est Lancelot. Bon, là, c'est beaucoup plus facile, c'est le célèbre chevalier de la table ronde du roi Arthur. Quatrième anecdote, est-ce que vous savez pourquoi il y a 2 cartes promotionnelles dans les jeux Bicycle, en plus donc des 2 jokers et des 52 cartes du paquet? Eh bien, c'est simplement parce que les cartes sont imprimées sur des planches de 8 lignes par 7 colonnes de cartes avant d'être découpées. Eh bien, 8 x 7, ça fait 56. Et comme il y a 13 x 4, c'est-à-dire 52 cartes dans un jeu, plus les 2 jokers, eh bien, il reste encore 2 emplacements libres. Donc la USPCC, elle en profite pour se faire un petit peu de pub. Dans les cartes Phoenix, plus pensées pour les magiciens, la société allemande Card Shark a préféré mettre une carte à face blanche, donc à dos normal et face blanche, et une carte simulant une grille de jeu de bingo, et qui en réalité présente un aide-mémoire caché pour des chapelets. Pratique. C'est-à-dire que vous pouvez la laisser sur la table, ça vous sert d'aide-mémoire, et pour les spectateurs, c'est simplement une carte de jeu. À ce propos, quand vous achetez certaines cartes Phoenix, et notamment le lot Release the Power avec des cartes marquées, ou simplement en vous inscrivant à la newsletter de Card Shark, vous avez accès à une série de vidéos en anglais qui expliquent leur philosophie et surtout l'ensemble des trucages qui figurent sur ces cartes. C'est très très intéressant et surtout vous allez pouvoir voir un reportage exclusif qui était tourné au sein des ateliers de la USPCC. Alors, je ne fais pas de pub pour les cartes Phoenix, d'ailleurs, à mon grand regret, moi je ne suis pas très fan du tarot, du dos des cartes, donc je les utilise vraiment que très peu. Mais ces vidéos-là, en tout cas, sont très intéressantes à voir. Attention par contre, évitez de laisser votre adresse mail principale lors de l'inscription sur le site. Parce que moi je reçois des spams en allemand depuis que je me suis inscrit. Alors c'est peut-être pas lié, mais la coïncidence est quand même bizarre. Sur le site, ils disent que l'inscription à la newsletter n'entraîne aucune réception de spam. Bon, moi ça date de l'année dernière, ils ont peut-être changé aussi leur politique depuis, mais voilà, méfiez-vous, et puis de toute façon ça reste vrai pour toutes les newsletters, évitez d'utiliser votre adresse mail principale, utilisez plutôt une adresse mail secondaire qui vous sert plus de spam, quoi. Pour finir, saviez-vous que les cartes Bicycle avaient joué un rôle auprès des soldats américains pendant 2 guerres? Pendant la Seconde Guerre mondiale, d'abord, la USPCC, qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque, je crois, a imprimé des cartes dans lesquelles elle cachait des cartes géographiques à destination des soldats américains qui avaient été faits prisonniers. Donc en fait, ils n'avaient qu'à décoller, vous savez, comme quand on prépare des cartes gimmicks, ils décollaient les parties, les différentes couches des cartes pour récupérer les fragments des cartes géographiques qui avaient été mis à l'intérieur, et ensuite ils reconstituaient les cartes comme un puzzle en fait, pour pouvoir s'évader. Et ensuite, pendant la guerre du Vietnam, les soldats américains accrochaient des as de pique sur leur casque pour faire peur aux ennemis. Parce que les Vietnamiens étaient très superstitieux, et pour eux, le pique, c'était le symbole de la mort.
Et d'ailleurs, l'armée américaine a même commandé à la USPCC des jeux spéciaux entièrement constitués d'as de pique pour les distribuer aux soldats, et ils les ont appelés les Bicycle Secret Weapons. Une sixième anecdote en guise de bonus, vous avez peut-être déjà entendu dire qu'il y a tellement de combinaisons de mélanges possibles d'un jeu de cartes de 52 cartes qu'il est quasiment impossible que deux jeux mélangés aléatoirement aient déjà été placés exactement dans le même ordre depuis le début de l'histoire des cartes. Eh bien, c'est vrai. Alors, je me suis amusé à faire quelques calculs, vous allez voir. On va prendre juste déjà un exemple de 3 cartes. 3 cartes. Sachant qu'on parle bien ici d'un mélange ordonné, le nombre de possibilités, il est 3 pour la première carte, fois 2 pour la deuxième carte, fois 1 pour la dernière carte. Donc ça fait 3 fois 2 fois 1, ça fait 6 possibilités de mélange avec 3 cartes. En mathématiques probabilistes, on appelle ce calcul factoriel 3, on a 3 avec un point d'exclamation. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ajoute une quatrième carte ? Eh bien, on va pouvoir calculer qu'il va y avoir factoriel 4 possibilités de mélange ordonné avec ces 4 cartes. C'est-à-dire 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc ça fait 24 possibilités. En fait, c'est le résultat de 3 factoriels qu'on a remultiplié par 4. Donc à chaque fois qu'on va rajouter une carte, on va remultiplier le nombre de combinaisons possibles par le nouveau nombre de cartes. Donc là, on était à 4 fois 3 fois 2. Et bien là, maintenant, on va être à 5 fois 4 fois 3 fois 2. Et ensuite 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2, etc. Donc avant de parler des 52 cartes, prenons déjà les 12 figures. Ça nous donne factoriel 12 possibilités, soit déjà environ 479 millions. On a déjà du mal un peu à visualiser ce nombre. Mais disons que si vous empiliez une carte par combinaison, donc les unes sur les autres, ça ferait déjà une hauteur de 120 km, donc environ la distance Paris-Orléans. Et là, on ne parle ici que de 12 cartes au départ. Souvenez-vous qu'en rajoutant simplement une seule, on va remultiplier tout ça par 13. On va avoir 13 fois ça. Et puis si on en rajoute encore une, 14 fois les 13 fois ça. Donc vous imaginez jusqu'à 52, on commence un peu à se rendre compte. Alors pour 52 cartes, on a factoriel 52 possibilités, c'est-à-dire environ 8 fois 10 puissance 67, c'est-à-dire 8 suivi de 67 chiffres, ce qui est un nombre gigantesque. C'est, pour le prononcer, environ 80 000 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards. Si on voulait parcourir toutes les combinaisons possibles de mélange de 52 cartes pendant 100 ans sans s'arrêter, en fait il faudrait faire 2 fois 10 puissance 58 combinaisons par seconde, sans dormir, sans jamais rien faire d'autre. Alors là vous allez me dire oui, mais depuis le début de l'humanité, si même là on met les 7 milliards d'humains en même temps, alors déjà ce serait que depuis le début de l'existence des cartes à jouer, donc en gros 1500 ans, et quand bien même si vous mettiez les 7 milliards d'humains en parallèle sans s'arrêter, vous ne diviseriez le nombre de possibilités que par 7 milliards, donc en fait sur 100 ans, il faudrait toujours que chacun passe sa vie à faire défiler environ 3 fois 10 puissance 48 combinaisons par seconde. C'est impossible. À titre de comparaison, depuis le début de l'univers, il n'y a eu que 4 fois 10 puissance 17 secondes. On n'a pas l'impression, mais c'est 10 puissance 50 fois moins. C'est-à-dire que ça veut dire qu'à raison d'une combinaison par seconde, donc un mélange possible par seconde, il aurait fallu 10 puissance 50 univers en parallèle pour pouvoir avoir parcouru toutes les combinaisons maintenant une seule fois. C'est juste énorme. Et là, on parle uniquement de 52 cartes. Si on rajoute un joker ou un autre joker, on remultiplie le nombre de combinaisons par 53 et par 54. Donc oui, effectivement, si vous mélangez un paquet de 52 cartes aléatoirement, bien sûr, aléatoirement, c'est-à-dire au hasard, vous mélangez, il y a de fortes chances pour que la combinaison que vous avez obtenue n'ait jamais été rencontrée par personne. C'est pas impossible mathématiquement, mais la probabilité elle est tellement faible qu'on peut considérer qu'un paquet mélangé est unique et restera unique. Même en prenant tous les jeux de cartes de la Terre, les casinos, les magiciens, etc. Et même si tout le monde entier s'y mettait en continu pendant toute sa vie, ça ne suffirait pas à retrouver cette combinaison-là. C'est fou. C'est fou d'autant plus que quand on regarde un paquet de cartes, on n'a pas l'impression de ça en fait. Alors moi je trouve que ça pourrait être intéressant d'expliquer ça au public pendant qu'un spectateur mélange le jeu, par exemple au début d'un tour. Alors pas la démonstration mathématique bien sûr, mais d'amener cette idée pour représenter un peu ce gigantisme dans la tête des spectateurs, en insistant bien sûr sur le fait que le paquet, une fois mélangé, est désormais unique, qu'il n'y a jamais eu le même ordre de cartes dans toute l'histoire de l'humanité. Je pense que ça peut être une belle piste pour augmenter l'impact d'un effet magique.
Pour toutes les anecdotes dont j'ai parlé, je vous mets les liens de référence dans la description pour que vous puissiez approfondir les sujets qui vous intéressent le plus. J'espère que cette nouvelle rubrique vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas aussi les petits pouces en l'air. Je vous referai dans ce cas d'autres sujets sur les dés, les pièces, etc. Il y a plein de choses à raconter sur l'histoire de nos accessoires et de la magie en général. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. C'est important pour faire connaître la chaîne. Et puis ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Je vous laisse sur la traditionnelle citation magique. Vous allez voir, elle est marrante celle-là. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.